Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est quand même un petit peu tabou au Québec. On va parler d'argent, on va parler de créer de la richesse. Et c'est quoi que je veux dire par créer de la richesse? Ben, moi, je veux dire, c'est accumuler de l'argent pour qu'un jour, tu puisses vivre de ces argents-là, une source de revenus qui vous permet de faire une vie de moyenne classe sans avoir besoin de travailler. Là, vous pouvez travailler si vous voulez, puis on rajoute à la pile. Moi, c'est ma définition de richesse. J'ai toujours dit que quand on veut apprendre quelque chose, on regarde les gens qui ont réussi, puis on regarde aussi aux gens qui ont fait un échec. Alors, disons, si vous voulez perdre du poids, mais la première chose que je ferais, c'est que je demanderais à tous les gens qui sont minces et des gens qui sont en forme, qui ont une bonne santé, c'était quoi leur comportement, c'était quoi qu'ils mangeaient, OK? Et puis, à ce moment-là, lorsque j'ai une liste de plusieurs personnes, de les choses qu'ils font, je vais aller voir les gens qui sont gras, qui sont gros, qui auraient besoin de perdre pas mal de poids et je leur demande, bien, c'est quoi leur comportement et c'est quoi qu'ils consomment. Alors, je vais avoir une liste de choses à faire et une liste de choses à ne pas faire. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon de voir comment créer de la richesse. Ces leçons sont basées surtout sur les planificateurs financiers américains. On n'a pas vraiment ça ici au Canada et au Québec, ou du moins on en a moins. Et ceux que j'ai vus, bon, je ne sais pas, on dirait peut-être parce qu'ils ne sont pas en mode, mais aux États-Unis, c'est quasiment des vedettes. Moi, j'ai lu beaucoup de leurs livres. Je suis moitié anglophone, moitié francophone, fait que j'ai un petit peu cet avantage-là. Sûrement vous aussi, vous l'avez. Quand on parle anglais, on a toujours un petit avantage chez les autres. Et puis, j'ai su m'auto-instruire comment créer de la richesse. Ça va assez bien. De mon côté, ça ne va pas super bien non plus, mais ça va assez bien. Et je pense que la seule chose responsable et raisonnable à faire, c'est de transmettre ce que j'ai appris au cours de les années aux autres. Alors, je vais mettre des liens dans la description pour vous permettre à vérifier ce que je vous dis. Alors, tous les liens ne seront pas également utiles. Moi, j'ai pigé le cerveau de beaucoup de personnes que j'ai connues au fil du temps et j'ai fait ma propre recette. Alors, ce que vous allez faire ne va pas ressembler à 100% à ce que moi j'ai fait, mais néanmoins, je suis tellement tanné de gens qui veulent que je pratique ce qu'ils prêchent, mais les autres, ils ne font pas la même chose. On a des conseils de perdre du poids de gens qui sont gros. On a des conseils de gens qui sont cassés sur comment accumuler de la richesse. Moi, c'est ce que moi j'ai fait et je vais faire comme un petit peu 10 conseils et puis je vais donner des exemples personnels au besoin pour vous montrer premièrement l'intégrité de mon vidéo. Premier conseil ou caractéristique de gens qui sont riches versus des gens qui sont cassés ou pauvres. De façon générale, la richesse et la prospérité n'est pas obtenue avec un héritage. On a peut-être cette notion-là que les gens héritent de parents qui sont fortunés et c'est comme ça qu'ils ont accumulé de la richesse. Souvent, ce n'est pas de même. Il y a des gens qui sont sur le chemin d'accumuler de la richesse, qu'en cours de route, ils obtiennent un héritage, mais je veux dire, ils seraient rendus là anyway. OK? C'est surtout des gens qui sont travaillants qui obtiennent la richesse. Alors, les recherches démontrent que c'est des gens travaillants qui obtiennent la richesse. Ça va être des gens, vous le savez, vous les voyez, vous travaillez avec eux. Ça va être des gens qui vont accomplir les tâches sans supervision, c'est-à-dire qu'ils vont se comporter de la même chose au travail, que le patron soit là ou pas. Ils n'ont pas besoin de surveillance, ces gens-là. Les gens qui ont besoin de surveillance, les gens peut-être qui arrivent un petit peu en retard, ces gens-là, moins de chances d'accumuler de la richesse. OK? Fait que ça, c'est une caractéristique clé de quelqu'un qui accumule de la richesse au cours de sa vie, c'est qu'ils sont travaillants. Aux États-Unis, du moins, les statistiques démontrent que les gens atteignent la richesse en moyenne à la fin quarantaine. Alors, par exemple, moi, j'ai 45 et je pense obtenir la richesse, si on veut, à l'âge d'environ 52, 53, peut-être 55, 57. Mais dans ce coin-là, fait que je suis un petit peu en retard de la moyenne, mais néanmoins, j'y arrive. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça prend des décennies à accumuler de la richesse. On a un peu cette fausse image de peut-être des athlètes, un jeune athlète professionnel qui conduit une Lamborghini, où on va avoir cette idée de quelqu'un qui travaille, une superstar de Hollywood, qui a beaucoup d'argent et qui fait une grande vie de riche. On a peut-être aussi quelqu'un, peut-être un leader technologique qui à un jeune âge a fait une compagnie et est devenu multimillionnaire. Mais pour la plupart des gens aux États-Unis, la plus grande étude de les gens qui ont accumulé de la richesse, les 3 métiers numériquement, je te parle, si on prend le pool de gens qui ont accumulé de la richesse, si on prend les 3 métiers numériquement le plus élevé, c'est comptable, ingénieur et prof. Alors, c'est des gens qui prennent du temps à l'accumuler. La plupart des gens qui accumulent de la richesse au cours de leur vie, c'est des gens qui aiment apprendre. Alors, toujours selon les études,
la majorité des gens qui accumulent de la richesse au cours de leur vie, ils ont minimum un bac ou plus haut en termes d'éducation. Quand je dis bac, pour ceux qui habitent en Europe, ça veut dire le premier cycle universitaire. Ici au Québec, c'est 3 ans. La majorité des autres places, c'est 4 ans. Moi, j'ai un bac. Bon, vous allez dire que mon bac il est pas mal inutile. J'ai un bac en histoire, mais néanmoins, j'aime apprendre et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pas juste fait de l'histoire, j'ai fait beaucoup de comptabilité et de maths et c'est un peu ça qui m'a sauvé d'ailleurs. Cette façon de penser, d'aimer apprendre les choses, que ce soit regarder des vidéos YouTube, peut-être prendre un cours de soir, peut-être regarder des choses sur l'Internet, peut-être avoir des conversations avec des gens intéressants avec lesquels tu apprends des choses. De façon générale, les gens qui accumulent la richesse, ils ont comme une petite soif d'apprendre des choses. L'autre conseil, c'est les gens qui accumulent de la richesse sont en général allergiques à l'endettement. Alors, souvent, on a peut-être cette image de gens avec une grosse maison, avec une grosse voiture, c'est des gens riches, mais souvent, mais pas toujours, c'est des gens qui sont beaucoup endettés aussi. La majorité des gens qui accumulent de façon constante la richesse et atteignent un point où est-ce que la rente de leurs biens leur permet de soit ne pas travailler ou faire d'autres choses qu'ils aiment, c'est des gens qui n'aiment pas l'endettement. La personne moyenne qui est riche, normalement, ils vont payer leur maison en dedans de 15 ans. La personne riche, normalement, vont atteindre leur richesse à 49 ans. Ils vont avoir aucune dette de carte de crédit. Ils vont avoir aucune marge de crédit non plus. Ils vont conduire une voiture de, en général, 3 à 4 ans d'âge. On a cette image de quelqu'un qui démontre leur richesse et souvent, les gens qui accumulent la richesse et qui ont atteint une richesse, ce n'est pas des gens qui flashent. En parlant d'endettement, ces gens-là, après avoir payé les dettes, ils vont se payer en premier, c'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argent de côté. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai commencé à acheter des REER. Un REER, c'est une forme de placement. Moi, j'ai acheté mon premier à 20 ans. À 24 ans, je ne devais plus rien sur ma carte de crédit. À 26 ans, je ne devais plus rien à part sur hypothèque et voiture. De plus, j'ai développé un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est 3 à 6 mois de vos dépenses typiques que vous avez dans votre compte opération. Alors, je vais vous donner un exemple. Si, mettons, ça vous coûte 2 000 $ par mois vivre, alors il devrait avoir minimum 6 000 $ dans votre compte opération. Et ça l'inclut tout, là, toutes vos dépenses, pas juste le loyer ou l'hypothèque. Le but du fonds d'urgence, c'est pour vous éviter de vous endetter. Alors, je vais vous donner un exemple. Si au mois de mars, vous faites changer vos pneus d'hiver, et le mécanique dit vos freins vont être dus en automne, ça va coûter à peu près 1 000 $. Vous n'attendez pas à l'automne pour prendre 1 000 $ de votre fonds d'urgence pour payer le mécanicien parce que ce n'est pas une urgence. Vous le voyez venir. Alors, durant l'été, tu devrais couper dans les autres dépenses, ramasser votre 1 000 $ pour payer vos freins en automne. Si votre frigidaire il lâche, mais à ce moment-là, ça, c'est une urgence. Vous allez chercher 1 000 ou 1 500 dans votre fonds d'urgence et vous allez vous acheter un nouveau frigidaire au PC et vous allez remettre l'argent avec le temps dans votre fonds d'urgence puis vous allez le remonter où il était. Alors, le but d'un fonds d'urgence, c'est pour vous empêcher de vous endetter pour vous permettre de continuer d'épargner. Je reviens sur les épargnes plus tard. La plupart des gens qui sont riches ou qui accumulent de la richesse, c'est des gens qui font un budget et qui planifient à long terme. Alors, pour qu'est-ce qu'il y en est d'un budget? Bien, je vais vous le montrer. Moi, sur mon téléphone, j'ai une application, c'est gratis et puis je mets mes dépenses et mes revenus à tous les mois et puis je vois où va l'argent. Ça prend 2 ou 3 minutes par mois et à ce moment-là, j'ai plus un contrôle. Je vois où les choses vont et je suis capable de m'ajuster s'il y a trop d'argent qui sort. Ça me permet de couper sur des choses et non le gérer après que c'est dépensé. On veut toujours ne pas dépenser au lieu de gérer quelque chose qu'on a surdépensé. Quand je vous parle de planifier à long terme, normalement, on devrait mettre de côté au moins 100 $ par semaine. Si vous gagnez plus de 50 000, entre 50 000 et 100 000, le montant devrait monter à au moins 200 $ par semaine et vous devez toujours vous payer en premier. Et si vous faites ça, vous allez être tellement en avance sur tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Si vous mettez de côté 5 000 $ par année pendant 40 ans, bien, vous allez atteindre le million très vite. Et au Canada, on a vraiment un outil qui a été vraiment conçu pour la moyenne classe. C'était par le gouvernement conservateur en 2009. Ils ont créé les CELI, les comptes d'épargne libre d'impôt. Alors ça vous permet d'épargner de l'argent et tous les petits que ces argents-là font, bien, vous pouvez les retirer à franchise d'impôt. C'est incroyable, ça. Alors ça, c'est vraiment, je vais vous montrer le graphique, sur 40 ans, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on met de côté 5 000 $ par année ou, mettons, 420 par mois. Et c'est un coût de circuit sûr. Et forcément, les gens
qui sont pauvres, qui sont à côté, ces gens-là ne mettent pas de l'argent de côté. C'est moins une priorité. L'autre chose que les gens qui accumulent de la richesse font, c'est qu'ils ont tendance à dépenser moins qu'ils gagnent, et les gens qui n'accumulent pas de la richesse, c'est des gens qui dépensent plus qu'ils gagnent. Alors, je sais que ça paraît évident, mais c'est pas si évident que ça, à cause de ce qu'on appelle, les gens du marketing appellent de la consommation compétitive. Alors souvent, les gens qui sont cassés, c'est des gens de la moyenne classe. Ça m'est déjà arrivé que j'avais un travail où les gens alentour de moi gagnaient un très bon salaire. Alors, je vais vous donner un exemple. Une personne qui gagne, je ne sais pas, 100 000 et puis l'autre personne qui gagne 120 000. Vous savez comment c'est dans un bureau. On met des molécules dans un espace confiné, ils vont se toucher, puis il y en a qui vont rester accrochés, et il y a un nouveau couple qui s'est fait dans le lieu du travail. Alors, ces gens-là se mettent ensemble. La personne de 80 000, elle avait un condo peut-être de 160 000. L'autre personne qui gagne 120 000 avait un condo de peut-être 220 000. Ils se mettent ensemble, ils s'achètent une maison de 600 000. Bien, ça, c'est le chemin du cassé. Ce n'est pas le chemin de la richesse. On peut penser ça, ils ont une grosse maison, puis tout va bien, mais ils sont à côté. Ils sont essentiellement à côté par leur endettement, même s'ils gagnent beaucoup d'argent. La seule façon que tu peux te mettre dans le trouble si tu fais moindrement un salaire moyen, c'est en s'endettant. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. C'est impossible de se mettre dans la merde si vous gaspillez moins que vous gagnez. Encore une fois, on vient avec moi-même. Je vais faire un exemple. Moi, je gagne ici et moi, je dépense ici. Pas ici, pas ici, ici. Fait que je vais vous donner un exemple. Une fois encore, mon téléphone. Moi, j'ai un iPhone 10 XR. J'adore la technologie, mais j'ai un téléphone un petit peu plus vieux. Je l'ai acheté 1 an après qu'il est sorti. OK? Puis je vais garder le téléphone 2-3 ans. Puis après ça, je vais le changer un autre pour un autre. Pourquoi? Mais parce que je dépense un petit peu moins que je gagne. J'ai une télévision OLED de 55 pouces. L'année passée, ils sont sortis en spécial les 65 pouces. J'aime les gros écrans. Mais tu sais quoi j'ai fait? J'ai gardé ma vieille télé. Bien, pas si vieille que ça d'ailleurs, mais je veux dire, je l'ai gardé. C'est un exemple de dépenser un petit peu moins que je gagne et la balance s'en va dans les épargnes. Les gens qui accumulent de la richesse, ils ont tendance à ne pas être trop flashy. Qu'est-ce que je veux dire par flashy? C'est-à-dire que si tu gagnes, mettons, ici, tu dépenses là pour acheter des choses, pour montrer aux gens qu'est-ce que tu as. Toujours cette consommation compétitive. On a beaucoup de branding aujourd'hui. Tout est brandé pour montrer combien qu'on a. OK? Fait que je vais vous donner un exemple. La voiture, la maison, les vêtements que tu portes, les voyages que vous faites. On peut maintenant montrer toutes ces choses-là sur les médias sociaux. Ça, c'est des façons de démontrer à nos pairs qu'on est hot, qu'on fait beaucoup d'argent, qu'on est peut-être meilleur qu'eux autres. C'est ça la consommation compétitive. Et puis, c'est plus difficile à se targuer de ne pas avoir d'argent sur nos cartes de crédit, d'avoir un bon fonds d'urgence, d'avoir beaucoup d'argent dans nos CELI, d'avoir beaucoup d'argent dans nos REER. C'est des choses qui sont difficilement vérifiables, mais l'audit, tu l'as ou tu ne l'as pas. Le nouveau iPhone, tu l'as ou tu ne l'as pas. Quand vous sortez, on a toujours une occasion pour sortir notre téléphone et les gens vont voir « Ah, le nouveau téléphone, ça a coûté 1 500 cette affaire-là. » C'est des choses qui ressortent. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, ces choses-là. Moi, je suis certainement extrêmement matérialiste. Moi, mon problème, c'est quand vous vivez au-delà de leurs moyens puis ça vous empêche d'accumuler de la richesse. C'est là où est-ce que vous devriez mettre un frein. Puis c'est ça la nuance. Je pense que des fois, surtout au Québec, on a tendance à virer tout dans l'autre sens, que dire, bon, le matérialisme, c'est pas bon, je veux plus consommer, je veux plus des choses de marque. C'est pas ça que je dis. C'est juste de vivre un petit peu en dessous de vos moyens et de penser peut-être moins de faire compétition aux autres et la faire pour votre satisfaction personnelle d'abord. L'autre chose que les gens qui accumulent de la richesse ont, c'est qu'ils ont un état d'esprit proactif. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, je vais vous donner un exemple. On va donner à quelqu'un qui accumule de la richesse une tâche à faire. Les gens à l'autre bout vont trouver qu'il a fait un mauvais travail. Le travail ne correspond pas à les attentes. Quelqu'un de proactif va aller voir les gens puis leur demander, puis souvent les gens qui accumulent de la richesse, ils ont des gros égos, mais ça ne les empêche pas d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct. Et ils vont avoir tendance à ne pas avoir peur de recevoir une critique écrasante. Parce que qu'est-ce que les gens qui accumulent de la richesse vont faire?
ben, ils vont se faire mettre à terre par cette critique écrasante, ils vont se relever debout et apprendre. Tandis que les gens qui ont peut-être un état d'esprit de casser ou qui n'accumulera pas de la richesse, c'est des gens qui vont éviter, leur orgueil est trop fort, ils vont éviter la critique, ou s'ils reçoivent la critique, ça va les mettre à terre, ou ils les écouteront pas, ou ils prendront pas, ou ils feront pas état de la chose. Ils vont tout simplement faire comme bof, c'est pas de ma faute, et puis c'est eux autres qui n'étaient pas corrects. C'est vraiment un petit peu un esprit victime, si on veut. C'est pas des gens qui vont chercher à blâmer des éléments extérieurs ou des éléments inchangeables de eux-mêmes pour leurs défauts. OK? Fait que je vais vous donner un exemple. Moi, je reste à la Chine, OK? Puis je reste dans un coin de cassé. Et puis, je me rappelle une fois, j'avais vu dans le journal un article comme quoi qu'il y a des déserts de bouffe à Montréal. Imagine-toi, des déserts de bouffe. Ça, c'est une affaire qui a été inventée par je ne sais pas trop qui étudie je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire que de la bonne bouffe n'est pas disponible près de chez soi. Fait que moi, je peux te dire, j'étais allé au Maxi, qui est à moins de 3 km, j'ai acheté tous mes légumes pour la semaine pour 2 $. OK? Alors, les gens qui vous disent que c'est difficile et que vous ne pouvez pas réussir en Amérique du Nord, lâchez-moi avec vos histoires de victimes, là. OK? Les gens qui accumulent de la richesse, ils ne pensent pas de même. Et j'ai remarqué dans beaucoup de gens, souvent ceux qui ont la philosophie de la victime, bien, c'est souvent ceux qui ont tendance à toujours avoir des problèmes très négatifs. C'est vraiment des personnes poches, là, tu sais. L'autre chose que j'ai remarqué à propos des gens qui accumulent de la richesse, c'est qu'ils ont tendance à ne pas prendre des risques fous. OK? Ce n'est pas eux autres qui vont faire des paris sur Bitcoin. Ce n'est pas eux autres qui vont investir sur une action tendance. Ton espérance de gain est basée sur un enthousiasme des investisseurs et non la capacité du bien à rapporter des revenus. OK? Et ça, tu le vois au magasin quand tu vas au dépanneur. Quand ici, moi, je reste dans un coin cassé, quand je vais au dépanneur, je vais mettre du gaz, bien, ils m'offrent toujours un billet 6,49. Mais quand je vais chez peut-être une de mes amies qui reste dans un beau coin qui est extra clean, mais ils ne vont pas souvent m'offrir des billets de 6,49. Pourquoi? Parce que les gens qui sont cassés ne sont pas tellement bons en maths et faire un pari sur un billet de loterie avec ton 5 $, c'est un très mauvais pari. Tu as quasiment zéro chance de gagner. Tandis que prendre de l'argent et faire un investissement moins risqué, mais à ce moment-là, tu vas avoir une meilleure chance d'avoir un gain. Fait que je vais donner un exemple. Acheter un fonds mutuel équilibré, il ne te rapportera peut-être pas 1 million, mais par contre, il va toujours te rapporter un petit peu d'argent. Peut-être tu vas prendre une décision d'acheter un bien locatif, mais tu vas regarder, par exemple, le bien locatif coûte, je ne sais pas, 400 000. Il va me rapporter 3 000 $ par mois en loyer. Je vais avoir tant de dépenses. Il y a des chances qu'un locataire ne paye pas. Alors, tu vas regarder un paquet de facteurs et tu vas prendre un risque acceptable où tu es sûr ou quasiment sûr de avoir un retour raisonnable sur ton investissement. Moi, je regarde beaucoup de planificateurs financiers en ligne et puis je suis un petit peu blasé avec cette recette qu'ils donnent souvent de faire quasiment une vie parfaite. Et puis moi, je suis imparfait, j'essaie de suivre les conseils au meilleur que je peux. Et à ce moment-là, moi, je vais vous donner ma recette pour accumuler de la richesse. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être exactement ça, mais ça devrait ressembler ça. Vos comportements devraient correspondre plus à les comportements de gens qui accumulent de la richesse que les gens cassés, OK? Des gens qui sont à côté. C'est sûr que si, mettons, vous allez au contraire de tous les conseils que je vous ai dit, moi, je vous dis, il y a un très haut pourcentage que vous allez finir, vous allez vieillir avec très peu de revenus à votre retraite et vous allez vivre une vieillesse avec peu de dignité. Puis dans le fond, on veut vieillir en dignité. C'est pour ça qu'on accumule de la richesse. Encore une fois, on fait de la planification à long terme. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut éliminer les dettes frivoles. OK? Ça veut dire si vous avez de l'argent sur une carte de crédit ou une marge de crédit, ça, il faut que ça saute. OK? Puis, dites-moi pas vos histoires que ben j'ai mis de la marge sur ma crédit pour faire mon sol. Moi, je m'en crisse de vos affaires. OK? On n'accumule pas de la richesse en empruntant. OK? Si vous parlez à des millionnaires, il n'y a personne qui va vous dire « Ouais, moi là, j'ai emprunté de l'argent puis je suis devenu un millionnaire. » C'est très rare. Et les autres, ils vont vous regarder comme « Quoi? Quoi? Emprunter? C'est pas tellement bon. » Moi, je vais vous avouer, j'ai une faiblesse pour les voitures, alors j'emprunte pour les voitures. Normalement, ça devrait être payé cash au fil du temps, mais j'ai une faiblesse épouvantable pour les voitures. Mais j'ai compensé ailleurs.
Aussi, une dette pour l'hypothèque, c'est quand même correct. Il faut être sûr, par contre, de ne pas suremprunter, laisser faire les limites de la banque. Vous devriez emprunter beaucoup moins. Normalement, une hypothèque, ça se paye en dedans de 15 ans. OK? 15-20 ans, gros max. C'est sûr que vous pouvez le prendre sur 25, mais vous devriez réduire ça à 15-20 au cours de votre empreinte. Si vous avez des cartes de crédit, si vous avez des marges de crédit, il faut travailler comme des animaux, puis il faut couper partout. C'est ça la partie plus difficile, c'est de commencer à faire ça. Une fois que vous avez fait ça, soit en obtenant une nouvelle job, en vendant des choses que vous n'avez pas besoin, peut-être votre VUS, vous n'avez pas besoin, puis vous devrez rouler dans une Honda Civic de 5 ans. Une fois que vous avez ça de réglé, bien, vous allez commencer à épargner pour vous faire un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence vous sert à pallier des urgences pour pas que ça vous empêche d'épargner. Il faut toujours se payer en premier, ou n'oubliez pas, c'est toujours nous autres le plus important. On se paye et lorsqu'on épargne, lorsqu'on décide d'un montant qu'on doit épargner, c'est ça la priorité. C'est comme l'hypothèque, c'est comme la bouffe. Et souvent, lorsque les gens font des budgets, moi j'ai remarqué qu'il y a deux endroits où est-ce que ça poche. Un, la bouffe. Je vous ai déjà donné l'exemple tantôt avec les légumes surgelés. Souvent, les bouffes et les restaurants et aussi les applications pour faire venir de la bouffe, comme Uber Eats ou des choses de même. Surtout si vous avez de l'argent sur votre carte de crédit ou une marge de crédit, ça, c'est le seul temps que tu vas dans un restaurant, c'est pour travailler, là. Et je blague à peine. Quelqu'un qui a une carte de crédit ou une marge de crédit et qui ne fait pas leur commande à Maxi ou chez Walmart ou chez un grossiste qui est peut-être pas très beau à l'intérieur, mais que les prix sont bas, ça, c'est essentiel. Si vous ne faites pas ça, là, ben, je vous dis tout de suite, là, arrêtez tout de suite, faites votre vie de cassée, puis on arrête ça là. L'autre chose que je vois les gens les empêcher d'accumuler de la richesse, c'est qu'ils achètent trop de voitures. C'est-à-dire qu'ils vont s'acheter un petit VUS, puis peut-être ils auraient dû acheter une compacte de 2-3 ans. Et puis ça, je vois ça malheureusement très souvent, quand vous achetez un VUS, bien, ça coûte plus cher de gaz. Ce n'est pas un argument pour l'environnement que je fais du tout. Là. Je parle juste de cash, moi. Là. Et puis, ça coûte plus cher de gaz, ça va coûter peut-être un petit peu plus cher d'assurance, ça va coûter plus cher de paiement, ça va coûter plus cher d'entretien. C'est vraiment... Il faut vraiment contrôler ces coûts-là. Bon, une fois qu'on a contrôlé les coûts dans notre vie, que j'ai décrit les deux pires, la voiture et la bouffe, une fois qu'on a clairé notre carte de crédit et votre marge de crédit, une fois que vous avez accumulé un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de salaire dans votre compte opération, mais là, c'est le temps d'épargner. Et s'il y a quelque chose qui m'a sauvé dans ma vie, c'est que j'ai toujours épargné. Si vous faites ça, vous allez être tellement en avance sur tout le monde que c'est même pas drôle. De façon générale, il faut épargner au moins 125 $ par semaine si vous gagnez moins que 50 000 $ si vous voulez avoir une chance d'accumuler de la richesse. Si vous gagnez entre 50 et 100 000, rajoutez un autre 100 $. Là, ça peut toujours être plus, mais ça peut jamais être moins. Alors maintenant, vous épargnez, tout va bien. De façon générale, lorsque vous achetez une voiture, ça ne devrait pas coûter plus cher que la moitié de votre salaire de 1 an. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est un guide que je pense que beaucoup de planificateurs financiers sont d'accord avec. Et dans la mesure de possible, si vous n'êtes pas un débile malade capoté des voitures, ça devrait être payé cash après votre deuxième ou votre troisième voiture. Des petits trucs maintenant, comment être sacoche que j'ai appris avec le temps. Alors, moi, j'ai des dépenses, j'ai des revenus, mais les revenus sont pas mal toujours pareils, mais les dépenses, des fois, ils fluctuent. Puis des fois, à la fin du mois, il va m'en rester un peu plus. Aujourd'hui, avec les applications sur nos téléphones, on peut prendre le 150, le 250 $ de plus qu'on a et le mettre sur notre hypothèque. Ou vous pouvez vous payer une traite. Mais néanmoins, cet argent-là ne devrait pas dormir. À ce moment-là, vous prenez cet argent-là, vous le mettez sur votre hypothèque. Je vous le dis, tous ces petits extras-là que vous faites, que vous accumulez avec le temps, ça paraît. Au bout du compte, ça va peut-être vous sauver 2 ans et demi, 3 ans et demi sur votre hypothèque. Mais moi, je vous dis, j'ai 45 ans. J'adore que j'ai fait ça parce que ça va me permettre de tout clairer bien avant son temps. Une autre chose que j'ai fait dans ma vie, c'est lorsque j'ai eu des augmentations de salaire, j'ai jacké le montant que je mettais sur mon hypothèque ou que je mettais dans mes épargnes. Il y a une tendance, lorsqu'on a une augmentation ou qu'on a un nouveau travail qui paye plus, on a tendance à augmenter notre beat de vie, nos dépenses. Et souvent, la clé du succès, c'est de maintenir nos dépenses
est d'épargner ou de clairer l'hypothèque plus vite possible ou tout simplement ramasser de l'argent pour la prochaine voiture. Alors peut-être la deuxième voiture que vous allez acheter, peut-être vous allez la payer cash au complet, mais vous allez peut-être mettre 10 000 dessus. Puis votre voiture elle va coûter 30 000 et vous allez pouvoir la payer en 3 ans et demi au lieu de 5 ans. Alors ça, c'est une autre formule d'accumuler de la richesse. C'est des petits trucs. Alors c'est ça mes trucs pour accumuler de la richesse. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et intéressant. J'ai mis des liens en bas. Malheureusement, tout est en anglais, même si je viens de parents anglais et français, je suis un petit peu plus anglophone. J'étais allé à l'école en anglais. Alors toutes mes références dans la description, ça va être des vidéos et des livres à lire en anglais. C'est sûr que peut-être si vous vous connaissez dans la matière et vous connaissez des bonnes sources, préférablement des liens YouTube, personne ne veut lire des livres pendant des jours, peut-être vous pouvez le mettre dans le commentaire. Et puis, c'est ça mes trucs pour accumuler de la richesse. J'espère que vous l'accumulez et j'espère que vous vous abonnez à la chaîne. Moi, je fais des chroniques de voitures, je fais des vidéos YouTube sur les voitures que j'essaie avec un ami qui s'appelle Ross. Et puis, c'est tout.